Bienvenue sur Balafon Télévision. Au programme de notre grand plateau ce soir, promotion et foire, quel impact? Vous l'avez compris, nous consacrons cette édition à l'économie en deuxième partie. Des technologies de pointe aux produits agricoles, en passant par les biens de consommation et les innovations culturelles, les foires constituent de véritables carrefours d'échange. Elles offrent l'opportunité de révéler ou de propulser le potentiel économique d'un pays. À travers l'exposition des biens et services, les foires et promotions dépassent largement le cadre d'événements commerciaux. Elles deviennent des vecteurs de croissance économique, d'intégration internationale et de rayonnement culturel. Pour en maximiser l'impact, il est essentiel pour un État d'investir dans l'organisation et d'encourager la participation des petites et moyennes entreprises et surtout de mettre en place des stratégies de suivi efficaces après chaque édition. Autour d'une foire, opérateurs économiques, investisseurs et décideurs se retrouvent avec un objectif commun, stimuler les échanges et concrétiser leurs ambitions en explorant les nouvelles opportunités d'affaires et d'investissement. La foire rassemble entrepreneurs, vendeurs et acheteurs et se présente comme une véritable aubaine pour dynamiser la croissance économique. Elle devrait également favoriser l'accélération des échanges intercontinentaux grâce à la participation des exposants, des institutions publiques et d'acteurs privés, tous mobilisés pour renforcer leur compétitivité face aux enjeux structurants. Foire et promotion, quel impact? Je vous invite à présent à suivre le journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre l'actualité sur Balafon Télévision. Drame de Baloum, on en reparle. Le roi des Bamenjou exige vérité et justice. Près de 2 semaines après la mort de 2 hommes brûlés à Baloum, le chef supérieur Jean Ramos Okudjou exige une enquête approfondie. Le roi dénonce la justice populaire, rappelle que le rôle protecteur du chef traditionnel et appelle aussi à ce que seule la vérité et la justice guident la résolution de cette affaire. L'économie de sa sortie avec vous, Franck Duroc Tassanquin. C'est dans une déclaration rendue publique ce mercredi 27 juin 2026 que Sa Majesté Jean Ramos Okudjou dénonce. Le chef supérieur, roi des Bamenjou, exige l'ouverture d'une enquête approfondie sur la mort des 2 jeunes hommes brûlés vifs au village Baloum, dans l'arrondissement de Penka-Michel, à l'ouest Cameroun. Le patriarche et dignitaire demande que toute la lumière soit faite sur cette horreur, quel que soit le rang des personnes impliquées. Dans sa sortie, le monarque rejette toute idée d'un dossier classé sans réponse. Il insiste sur la nécessité de ne pas enterrer l'affaire sans explication, estimant que seule une enquête rigoureuse permettra de situer les responsabilités. Le faux des Bamenjou appelle les autorités chargées de l'enquête à remonter jusqu'à l'origine des faits afin d'en identifier chaque acteur. Il met bien en garde contre toute tentative de justice expéditive, rappelant que l'arbre qui tombe fait du bruit, mais c'est la forêt qui juge les causes de sa chute. Sa Majesté Okudjou rappelle par ailleurs le rôle du chef traditionnel, qu'il décrit comme le parapluie du village, le père des orphelins et le mari des veuves, une fonction qui impose, selon lui, la protection de l'ensemble de la communauté. Dans la même déclaration, il met en garde contre toute forme de justice populaire, y compris lorsqu'elle implique des acteurs censés garantir l'ordre. Tu ne peux pas être le gardien de la maison et être en même temps le voleur, écrit-il, condamnant fermement les actes de vengeance. Le chef supérieur Bamenjou, dans les hauts plateaux, conclut en réaffirmant son refus total de ces pratiques, même lorsqu'elles concernent ses proches. Il appelle à laisser la vérité et la justice guider la suite de l'affaire. Le cauchemar de Baloum, à travers la mort de 2 hommes accusés de vol et brûlés vifs, à cet effet, continue de susciter de vives réactions dans la région du soleil couchant.
Un drame qui mérite un véritable suivi. Et selon les dernières informations reçues dans notre rédaction, le chef de Balom, Sa Majesté Charlie Constant Nocipokam, s'est lui-même rendu ce mercredi près des autorités judiciaires de la ville de Tchang et il devrait être transféré vers Bafoussam après un mandat d'amener pour son implication présumée dans la mort de 2 personnes, dont un jeune homme brûlé vif en public. Région de l'Ouest, Bamenju, un mort à la suite d'une bagarre. Un homme perd la vie lors d'une bagarre à Bamenju, dans le département des Hauts-Plateaux, région de l'Ouest. Le nommé Michel So a rendu l'âme après avoir reçu plusieurs coups lors d'une altercation avec un groupe de personnes. D'après certains proches, l'origine de la bagarre reste jusqu'ici inconnue. Je vous invite à avoir plus de détails dans ce reportage de Joël Ferdinand et Wanet. La vidéo a largement été relayée sur la toile. L'on aperçoit le nommé Michel So, tout ensanglanté, transporté à l'épaule, en route pour l'hôpital. Tout se passe au quartier Kuntit, à Bamenju, lors des obsèques de maman Maténé Colette. Les faits, la grande sœur du défunt nous la raconte. Tu vois, le départ, je ne sais pas, on dit qu'il y a d'abord eu bagarre. Je n'étais pas là-bas. Je ne connais pas ce qui s'est passé avant qu'il n'arrive là où j'étais. Quand il me trouve, il est en train de marcher avec son ami, eux ils marchaient, ils causaient. Il vient avec son ami, eux ils entrent, ils s'assoient. Quand ils s'asseyent sur le banc, ils sont en train de causer, eux deux. Je vois un groupe de personnes venir. Il y a posé la question à mon petit frère, grand-père. Les gens, c'est quoi? Parce que la mariée qui sont en train de parler, il dit que non, laisse-les venir, eux-mêmes ils t'expliquent. Quand ils arrivent, ils disent que c'est quoi? Il y a quoi? Expliquez-moi, n'entrez pas seulement. Le gars, c'est qui a tué mon petit frère, m'a balancé. Avant d'entrer, quand il me balance, en entrant, il se courbe. Il prend la latte. Il y avait un morceau de latte au-dessus du parpaing qu'on avait déposé. Que les gens s'asseyent sur ça. S'en suivra donc une bagarre entre le défunt et ses bourreaux. Il n'était pas seul. Ils étaient plus de 7 personnes. Il est entré. Quand l'autre là entre, il prend sa part de latte. L'autre en entrant aussi avait déjà sa part en main. Comme on m'avait balancé, je commence à manquer. Je dis que c'est quoi? Je commence à crier. Pendant que je suis en train de crier, tous les gens qui sont entrés là étaient en train de le courir. Il n'y avait que son ami seul qui était en train de causer, qui était en train de chercher à séparer. Le voisinage alerté viendra séparer la dite bagarre. Quelque temps après, le coup fatal va être asséné à l'aide d'une pierre. Le même gars qui est entré en premier avec la latte, c'est le même gars qui porte le caillou, qui traverse, il tape sur sa tête, pop. Quand il a tapé, il a fait comme ça. Il est descendu que d'un coup. Il ne s'est plus relevé. Sur place, la victime va rendre l'âme et ses adversaires vont prendre la fuite. Les raisons de la dispute étant jusqu'ici inconnues, le défunt, quant à lui, a déjà été inhumé. Des drames qui peuvent être évités. En économie, viande de bœuf, la flambée des prix gagne les marchés de Douala. À Douala, justement, les consommateurs doivent désormais payer plus cher la viande de bœuf. Dans plusieurs marchés de la ville, le kilogramme a augmenté de 300 à 500 francs CFA en l'espace de quelques semaines. Les vendeurs attribuent cette hausse à la sécheresse dans les bassins d'élevage du nord, de l'extrême nord et de la Damawa, mais aussi à une offre insuffisante face à une demande croissante. Reportage de Jessica Tenos et Fon-René Marquez. Meat prices in the market are no longer affordable as testified by consumers who prefer to speak on condition of anonymity. Their concerns were confirmed by Njoya Momunu, a meat seller and butcher at the New Daido market. Le client se plaint beaucoup et le marché, il n'y a pas le marché parce que vous êtes venu me voir comment les clients sont en train de crier. Hein? Vous avez vu comment les clients crient. Pourquoi on vend comme ça? Pourquoi les prix comme ça? Moi, je ne peux pas céder au caprice du client que le client dit qu'on vend moins de ça. Parce que si je vends moins de ça, moi-même, l'argent ne peut pas sortir. For the past 3 weeks, a kilo of boneless meat has been selling at 4,000 francs CFA, while meat with bones costs 3,500 francs CFA. This represents an increase of 500 to 300 francs CFA in some markets, according to the vendor. One of the main causes of the hike is a dry season, which leaves animal with very little or no food. Quand il y a la sécheresse, on nourrit les bœufs avec la provende. Et cette provende-là est calculée. Quelqu'un peut payer des sacs de provende peut-être à 15 000. Et les 15 000, peut-être le bœuf peut manger ça à 15 000 en 2 jours.
Si le bœuf mange les 15 mis en 3 mois, ou bien en 3 mois de sécheresse, on calcule par mois il peut faire combien de sacs de provence. Et ces sacs de provence va être imputé sur le prix de viande qu'il va mettre au marché. Ouais. Ça fait que le prix est identique. Même tout le monde dit non, le prix c'est comme ça. Quelqu'un peut te vendre la viande à moins de 3 000, mais ce n'est pas sûr que c'est le kilo. With population growth, demand now exceeds supply, says Njoya Momono. La demande est supérieure à l'offre. Ça veut quand tu arrives au marché, c'est qu'on te demande pour vendre. Et ce que tu arrives pour trouver est différent. Donc tu peux payer plus. Tu arrives dans le marché, s'il faut vendre au prix que tu détailles, avant, tu vas détailler, l'argent ne va pas suffire. Encore moi, j'ai déjà perdu près de 1 700 000 quand il fallait maintenir le prix. Bon, si on n'a pas maintenu le prix, je ne suis pas dans la subvention pour dire que peut-être m'envoie les bœufs pour vendre, pour balancer. Je ne suis pas dans la subvention. Si je suis dans la subvention, on peut dire oui, voilà la subvention. Tu vas prendre le kilo de viande à 3 000, tu vas vendre à 3 000, à 2 700, tu vas vendre à 2 800. Le reste qui est là, on va compléter. As a butcher, he explains that despite buying and slaughtering whole cows, it is difficult to make consistent profit. The meat seller adds that in order to retain his customers, he has defined a strategy to serve them based on their budget, with portions available from 1,500 francs CFA. Litiges commerciaux, des coûts désormais inférieurs à ceux des procédures judiciaires classiques. C'est ce que propose la Cour d'arbitrage et de médiation de la Chambre de commerce, d'industrie, des mines et de l'artisanat du Cameroun. Opérationnelle depuis janvier 2025, elle met en place des mécanismes de règlement des différends plus accessibles financièrement. Les frais varient selon la nature du dossier, le montant du litige et le nombre d'arbitres désignés. Selon le secrétaire permanent de la CECIMA, Mathurangue Kinde, l'objectif est de rendre la justice commerciale plus rapide, plus souple et moins coûteuse. Reportage Linda Nunyanyasa. Médiation ou arbitrage, les entreprises qui saisissent la Cour d'arbitrage et de médiation de la CIMA ont le choix entre deux modes de règlement des litiges. La médiation privilégie la recherche d'un accord amiable entre les parties, tandis que l'arbitrage confie le différend à un arbitre indépendant chargé de rendre une décision exécutoire. Deux mécanismes aux avantages distincts, explique Mathurangue Kinde, secrétaire permanent de la CIMA. Déjà, je reviens sur la rapidité, qui est l'un des premiers avantages qu'offre la Cour d'arbitrage et de médiation. C'est aussi la simplicité des procédures. Il y a aussi que les sentences arbitrales, par exemple, pour ce qui concerne l'arbitrage, ont la même force juridique qu'une décision de justice. Et ça aussi, ce qu'il est important de retenir. Il est plus facile d'exécuter une sentence arbitrale sur le plan international, grâce à la convention dite de New York sur l'exécution internationale des sentences arbitrales. Ça veut dire que si vous avez une sentence arbitrale qui a été rendue sous l'égide de la Cour d'arbitrage et de médiation de la Chambre de commerce, vous pouvez exécuter cette sentence au Canada, en France ou partout dans le monde où les intérêts de votre adversaire se trouvent. Les frais sont fixés selon un barème qui tient compte de la nature du dossier, du montant du litige et du nombre d'arbitres désignés. Les frais d'enregistrement démarrent à 25 000 francs CFA. La Chambre de commerce veut que ces mécanismes soient le plus accessibles possible. C'est pour ça que nous sommes d'ailleurs en train de réfléchir pour des situations où même des frais d'enregistrement ne seraient pas demandés aux parties, qui sont de 25 000 pour des affaires qui tournent jusqu'à 2 millions, je pense. Mais pour ce qui concerne la plupart des affaires, nous travaillons quotidiennement à ce que aucun opérateur économique ne se sente à l'écart de ce mécanisme qui participe au développement des affaires dans notre pays. Au-delà des coûts, ce dispositif promet des procédures plus rapides et un meilleur cadre pour les affaires. Éducation MINSEC, 1205 enseignants déclarés morts, mais toujours en vie. C'est l'une des découvertes les plus surprenantes du récent comptage physique et biométrique des personnels du ministère des Enseignements secondaires. 1205 enseignants déclarés décédés ont été retrouvés bien vivants et continuent de percevoir leur salaire.
L'opération menée entre avril et mai 2026 a également révélé 16 017 dossiers irréguliers, parmi lesquels des agents renumérés sans poste d'affectation connu et plus de 1300 enseignants résidant à l'étranger mais figurant dans les effectifs actifs. Les concernés disposent de 14 jours pour régulariser leur situation. Plus de précisions avec René Marquez. According to a release dated June 15, 2026, the affected personnel have 14 days to justify their status or risk being dismissed from the public payroll. The headcount revealed that 3,172 teachers could not be traced as their files contained no record of their posts or work locations. Another 2,532 teachers failed to present themselves for the exercise, while 5,659 were officially marked as having abandoned their posts. Inconsistencies were also noted in 1,738 files, which showed discrepancies such as fake qualifications or incorrect grades. The verification further disclosed that 1,319 teachers listed as actively teaching in Cameroon are actually residing abroad. In another case, 1,205 teachers declared deceased by their school principals were confirmed alive through biometric checks. Additionally, 392 teachers are being paid from the ministry's budget but are not working in any school or office under the ministry. The Ministry of Secondary Education has given it 2 weeks to regularize their status or face severe sanctions. This is not the first time such an exercise has been carried out. Earlier this year, a nationwide biometric verification ran from March 9 to April 8, 2026, with the goal of updating personnel files and eliminating ghost workers. In July 2021, Minister Naloval Dionga published a list of 600 teachers who had abandoned their posts for Europe and the USA but continued collecting salaries. 4 months before this latest census, she summoned 3,442 teachers to appear within 14 days or be removed from payroll, using airport travel records from the Ministry of Finance to identify those living abroad. Voilà, c'est donc un total de 16 017 personnels qui sont donc convoqués pour se justifier après le rapport du suivi du recensement physique et biométrique effectué donc par le MINSEC. Au Cameroun, la délivrance des actes d'état civil est gratuite selon la loi. Pourtant, dans plusieurs centres, des usagers affirment devoir encore débourser de l'argent pour obtenir un acte de naissance, de mariage ou de décès. Face à ces pratiques, quels contrôles sont exercés et quels recours s'offrent aux citoyens? La réponse avec le Bureau national de l'état civil, le BUNEC, dans cet élément de Jessica Tenos-Machi. Aucun agent n'est autorisé à exiger de l'argent pour la délivrance d'un acte d'état civil. C'est le rappel du Bureau national de l'état civil chargé du contrôle des centres répartis à travers le pays. Jeanne-Patricia Ndene, chef d'agence régionale du littoral, revient sur ce dispositif. Nous sommes là pour contrôler et il y a des contrôles qui sont faits régulièrement dans les centres d'état civil. Il y a des contrôles administratifs et techniques. Il y a la direction générale également qui opère des contrôles. Il y a également, la mairie également a le pouvoir a un mot ou alors un droit de regard sur les activités des centres d'état civil secondaires. Au quotidien, cette mission repose en grande partie sur la sensibilisation et l'accompagnement des responsables des centres d'état civil. Objectif, garantir le respect de la réglementation et prévenir les pratiques contraires aux tests en vigueur. On sensibilise les populations sur l'importance d'obtenir les faits d'état civil. On sensibilise également les acteurs de l'état civil, que sont les officiers secrétaires d'état civil, sur la gratuité, sur la tenue des registres. Lorsque des frais illégaux sont réclamés aux usagers, le BUNEC assure le suivi des signalements. Les sanctions, elles, relèvent des autorités administratives compétentes. Si on se rend compte peut-être qu'un officier d'état civil est véreux, il faudra peut-être saisir soit le préfet, soit le ministre de la décentralisation et du développement local, qui est l'autorité qui nomme. Pour l'institution, la vigilance des citoyens demeure essentielle. Connaître ses droits et dénoncer les abus sont autant de moyens de contribuer au respect de la gratuité des actes d'état civil.
Voilà qui est dit. À présent, en santé, paludisme, les députés réclament 1% des budgets ministériels pour la riposte. Renforcer le financement de la lutte contre le paludisme, c'est le plaidoyer porté par les parlementaires membres de la coalition pour l'élimination du paludisme en Afrique. Réunis à l'occasion de la journée parlementaire de sensibilisation au paludisme, ils proposent qu'1% des budgets des ministères soit alloué au ministère de la Santé publique afin d'intensifier la riposte contre cette maladie. Une initiative portée dans un contexte où le Cameroun consacre à peine 5% de son budget national à la santé, loin des 15% recommandés pour le secteur. René Marquez nous en dit davantage. Meeting under the umbrella of the coalition of parliamentarians engaged in ending malaria in Africa, parliamentarians are advocating for stronger domestic funding to combat malaria. You understand that today external sources are very limited. And so it is only we here in Cameroon who will be able to rally the resources locally in the fight against malaria. Fighting malaria is an investment. That is why we're asking all the ministers, give us just 1% of your budget. It's going to help significantly in not just reducing the deaths, why not eliminating malaria completely in Cameroon? According to the National Advisor in charge of the fight against neglected tropical diseases, Dr. Etienne Nombozo, the state's 5% contribution is not enough. La contribution du gouvernement au budget de la santé se situe depuis beaucoup d'années à 5%. Cette proportion ne permettra pas au ministère de subvenir aux besoins de santé de la population camerounaise. Il est vrai que la contribution des partenaires, tant bilatéraux que dans le partenariat international, permet de combler les gaps, mais les gaps ne sont pas couverts. Si vous prenez le plan stratégique national de lutte contre le paludisme 2024-2028 qui a été revu, nous étions autour de 200 milliards. Mais on n'a pu mobiliser que 100 milliards. C'est-à-dire 50% du budget. The National Advisor is urging all ministers to commit more financial resources progressively to fight malaria in Cameroon. Les différents ministères, différents sectoriels à contribuer progressivement au moins de 5% de la proportion du budget pour que sur les 5 années, le budget alloué au niveau local atteigne au moins les 50% et que les partenaires complètent les autres 50%. Et là, au moins, on peut s'assurer de la durabilité des interventions. Cameroon's malaria mortality rate currently stands at 36%, but it needs to be reduced to 0, says the National Advisor in charge of the fight against neglected tropical diseases, Dr. Etienne Nombozo. À présent, la page sportive de ce journal mondial 2026. Les Camerounais jugent les Lions de la Teranga. Le Sénégal a livré hier soir une prestation très attendue face à la France dans le cadre de la Coupe du Monde 2026. Malgré l'adversité et la défaite, les Lions de la Teranga ont affiché leur détermination et leur engagement sur le terrain. Comment les Camerounais ont-ils apprécié la performance de la sélection sénégalaise? Entre satisfecit, critique et espoir pour la suite de la compétition, et livrent leurs impressions au micro de Théo Danto. Vraiment, ils ont été impeccables sur tous les compartiments pour la première mi-temps. Malheureusement, la deuxième mi-temps, ils ont un peu fléchi. Je crois que c'est peut-être sur le fait de la fatigue. Et puis ont encaissé un premier but qui, malheureusement pour eux, comme ils ont dominé sur le plan, sur tous les compartiments, ils croyaient remonter et par contre-attaque, ils ont été surpris d'encaisser encore un deuxième afin de remonter encore à 1-0. Mais sinon, ils ont une très bonne équipe. L'équipe du Sénégal a été hyper percutante. Ils ont développé un football vraiment, comment je peux dire, un football de haut niveau. Donc ils ont vraiment été très très percutants, très décisifs. C'est juste les buts qui ont certainement manqué à la première période, mais la deuxième période quand même, qui a récompensé leurs efforts. Effectivement, c'était un faux pas parce que la France était plus forte et avec surtout son attaquant vedette, Kylian Mbappé. Le Sénégal a une très bonne équipe. Donc, comme vous avez vu les premiers mi-temps, bon, ils ont lâché. Mais bon, comme ils ont perdu la France, c'est rien.
Ils peuvent se rattraper. Oui, l'équipe sénégalaise est prête. Très prête l'équipe sénégalaise. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Tout le loupé. Aussi pour toute la jeunesse parfois, trop de jeunesse. La pression du Sénégal, les gars ont bien joué, mais ils ont lâché après. Parce que j'ai vu la France a mené 1-0, 2-0 et le Sénégal a égalisé. Mais directement, on est venu, la France est montée encore, marqué un but, Mbappé encore marqué un but. Ils ont quand même espoir, je peux compter sur eux. Parce que l'équipe joue vraiment du ballon. Et ils sont vraiment très sereins dans le jeu. Ils ont bien joué, le Sénégal a bien joué. Malgré que la France nous a gagné, ils ont bien joué par rapport aux autres matchs que j'ai vus. Le prochain match, il va gagner, le Sénégal va gagner. Rappelons que le Sénégal a plié les Chines face aux Bleus, 1-3. Et bien avant, Ousmane Sonko, invité à donner son pronostic sur le match Sénégal-France, lors d'une interview à 2 journalistes français, il a justement fait savoir que c'est l'Afrique qui jouera contre l'Afrique. Je vous invite à suivre un extrait de cette interview. Dans tous les cas, ce n'est qu'un match de football, mais pour avoir une lecture politique de ce match, quel que soit le vainqueur, c'est l'Afrique qui aura battu l'Afrique. Rien qu'à voir la configuration de l'équipe nationale française nous ramène à comprendre où se trouve le besoin en réalité. Et le message que je lance toujours aux Africains, c'est que si on sait connaître notre valeur et l'assumer, nous avons la ressource. Vous voyez donc, Ousmane Sonko, l'actuel président de l'Assemblée nationale sénégalaise, faisait donc allusion à l'équipe de France qui compte dans son équipe plusieurs joueurs d'origine africaine. À présent, continuons dans le sport. Coupe du monde 1962, découverte de Garrincha. Justement, au reléo de son premier titre de champion du monde de 1958 en Suède, le Brésil est au Chili 4 ans plus tard pour la conquête d'un sacre. Fort de la présence dans ses rangs de son meneur de jeu, Edson Arantes dos Nascimento, le nouveau du football, se blesse au deuxième match de poule contre la Tchécoslovaquie. L'indisponibilité de Pelé pour blessure donne des insomnies au staff de la Seleção Oriverda. En l'absence de Pelé, un joueur va illuminer par son talent et son handicap le reste de la compétition et offrir au Brésil son deuxième trophée de Coupe du Monde. Un certain 17 juin 1962, Jean-Paul Chouniat vous conduit à la découverte d'un footballeur légendaire, son nom Manuel Francisco dos Santos, plus sous l'appellation de Mané Garrincha. L'état-major brésilien est abattu depuis la blessure grave de Pelé contre la Tchécoslovaquie. Chacun a le sentiment que sans Pelé, la Seleção n'est plus elle-même. Le Brésil a perdu une équipe brillante, invincible. Le faire, c'est sous-estimer la valeur des autres joueurs de la Seleção et ignorer Garrincha, le petit oiseau qui va maintenir le Brésil au sommet de la Coupe du Monde de 1962. Et voici donc son histoire. En venant au monde, Manuel Francisco dos Santos, de son vrai nom, n'est pas tout à fait comme les milliers de mulâtres brésiliens. Ses jambes sont tordues, ses genoux mal formés et tournés vers l'extérieur. Un jeune chirurgien passionné des causes perdues propose de procéder à une opération de la dernière chance avant que le bébé perde l'instinct de mobilité. L'opération réussit à 70%. Une jambe redevient presque normale. L'autre genou, en revanche, reste récalcitrant. Jamais l'enfant ne pourra joindre normalement les 2 pieds. Jamais ne pourra marcher ou courir droit. Il penche constamment sur sa mauvaise jambe pour conserver un semblant d'équilibre. Les malheurs de Manuel Francisco dos Santos ne s'arrêtent pas là. Il souffre aussi d'une déviation sérieuse de la colonne vertébrale et d'un affaissement du bassin fortement marqué du côté gauche. Manuel Francisco dos Santos passe sa jeunesse à courir les bois à la chasse des oiseaux, s'endormant le soir avec son lance-pierre autour du cou. Il rentre toujours à la maison en fin de journée avec de petits oiseaux pendant à sa ceinture, une espèce tropicale de petits volatiles, le Garrincha. En le voyant venir, sa petite sœur s'écriait toujours « Garrinchas, Garrinchas ». C'est ainsi que Manuel Francisco dos Santos devient Garrincha. Le gamin va faire de cet art physique un atout, devenant ainsi l'un des plus étonnants dribbleurs que le foot ait connu. Footballeur d'exception. Et son histoire avec le football commence 10 ans plus tôt. En septembre 1952, les réservistes de l'équipe de Botafogo, au retour d'un match de propagande à Pau Grande, un petit village de 500 habitants près de Rio de Janeiro, signalaient à leurs dirigeants un jeune paysan à la jambe torse. Un phénomène du dribble, assurait-il. Garrincha fut convoqué à tout hasard pour un match d'entraînement.
Nilton Santos, arrière international brésilien, s'en souvint toute sa vie. Garrincha le fit tourner en bourrique et le ridiculisa en se jouant de lui à tous les coups. 1962, they lost their remaining group matches and exited the tournament prematurely. Une belle histoire. À la page étrangère de ce journal, ouverture du procès de l'ex-président centrafricain François Bozizé pour crime contre l'humanité. La Cour pénale spéciale CPS de la République centrafricaine a ouvert mardi à Bangui le procès par contumace de l'ancien président François Bozizé. Je pense que vous allez avoir quelques images justement pendant que nous rendons justement cette information, des images qui vont défiler, accusé donc de crimes contre l'humanité présumés commis entre 2009 et 2013 à Bossembélé. Justement, les poursuites portent notamment sur des accusations de meurtre, disparition forcée, torture, viol et autres actes inhumains attribués à des éléments de la garde présidentielle et des services de sécurité de l'époque. Justement, la CPS estime disposer d'indices graves et concordants susceptibles d'engager sa responsabilité en tant que supérieur hiérarchique exilé en Guinée-Bissau depuis 2023. François Bozizé est donc jugé en son absence et représenté par son avocat. 3 anciens responsables militaires également sont poursuivis dans ce dossier et comparaissent devant la juridiction. Ce procès, le 6e organisé par la CPS, constitue une étape importante pour cette cour créée en 2015 avec le soutien de l'ONU afin de juger les crimes graves commis en Centrafrique depuis 2003. Bienvenue encore une fois de plus sur le plateau du grand plateau de la technologie de pointe aux produits agricoles, de consommation et innovation culturelle. Les foires sont de véritables lieux d'échange et de possibilités de faire éclore ou propulser le potentiel économique d'un pays. À travers l'exposition des biens et services, les foires et promotions sont bien plus que des événements commerciaux. Elles constituent des vecteurs de croissance économique, d'intégration internationale et de rayonnement culturel. Ce soir, parlons justement d'économie et nous allons nous appesantir sur l'impact des foires et promotions dans l'économie justement d'un pays, voire d'un continent. Et sur ce plateau, nous recevons le directeur général de l'entreprise Go Ahead Africa, Émile Singer, coach, formateur en leadership. Merci d'être là. C'est un plaisir pour moi et c'est un plaisir pour moi de pouvoir partager mon expertise ou bien mon expérience sur les questions économiques. Voilà. Nous parlons de foires et promotions et en ce moment au Cameroun se tient justement une grande foire Promote, c'est à Yaoundé au Cameroun justement et investisseurs, vendeurs, acheteurs se rassemblent, se retrouvent pour promouvoir leurs biens et services, pour promouvoir leur potentiel. Vous êtes directeur général d'une entreprise et j'ai envie de vous demander, est-ce que vous êtes à Promote? Non, nous ne sommes pas à Promote parce que Promote est une foire et une foire est généraliste. Pourquoi? Parce que nous sommes plus intéressés par des salons qui peuvent toucher le bien-être, la formation, qu'une foire qui réunit des personnes de diverses ou bien des entreprises de diverses activités et qui n'auront pas un impact réel sur notre investissement. Et d'après la BAD, 90% des entreprises en Afrique sont des PME ou des très petites entreprises. Et ces PME et ces très petites entreprises ont du mal à pouvoir participer à des foires. Pourquoi? Parce que le coût de participation, pas seulement le coût d'un stand, mais la foire se trouve à Yaoundé. Pour une PME, il faut loger les participants, il faut donner les frais de mission et
il y a d'autres Entretenir le frais personnel, voilà, payer à la nutrition journalière. donc, si vous regardez très bien, cette fois, si il n'y a pas une politique réelle d'accompagnement des PME, elles sont vraiment absentes parce que ça va concerner plus les multinationales, les organisations internationales ou des entreprises qui veulent pénétrer le marché camerounais, plus que les PME ou les très petites entreprises. Et voilà, vous avez évoqué les salons. Et on aimerait bien avoir une certaine différence entre les foires et les salons. Qu'est-ce qui vraiment différencie un salon d'une foire? Oui, on peut dire même quatre même. On a les salons, on a les foires, on a des expositions ou des festivals. Pour une foire généraliste, vous l'avez dit, donc on a des entreprises vraiment de tous bords et le but quand on participe à une foire, c'est surtout avant tout de se faire voir, de prendre des contacts et surtout de pouvoir faire des rencontres que plus tard on va capitaliser en termes de transformer ces différentes rencontres en clients. Alors qu'un salon, c'est vraiment quelque chose de spécialisé, comme il y a le salon l'audiovisuel qui est organisé, si je ne me trompe pas, par Yolande Baudion. Tous les personnes qui tournent autour du secteur de l'audiovisuel, les radios, les télévisions, les gens qui programment, qui produisent des contenus pour les médias sont là. Donc, on peut avoir comme ça le salon de l'automobile. Par exemple, vous avez le salon de l'agriculture à Paris qui reçoit les agriculteurs et tous les métiers ou les activités connexes. Donc, vous voyez que quand on est dans une foire, on a c'est varié. Et alors que quand on est dans un salon, on a des personnes spécialisées et on peut avoir des expositions qui ont beaucoup plus un impact beaucoup plus culturel, par exemple un patrimoine qu'on veut valoriser, ou bien des tableaux, ainsi de suite. Et puis un festival, on peut voir le Ngondo, le Ngwon, et tout cela tourne autour de véritablement faire connaître une culture, un terroir. Et c'est très important pour nous de comprendre ces opportunités qui ont véritablement des incidences sur des PME ou sur l'écosystème. Je prends la fois actuellement que nous avons. Si actuellement vous allez à Yaoundé, vous voulez loger, vous aurez du mal à trouver une chambre parce que même les auberges seront prises et ça aura un impact forcément sur la vendeuse de beignets et tous ceux qui tournent autour de la restauration. Donc vous voyez que toutefois, tout événement qui mobilise du monde a toujours un effet multiplicateur sur l'économie. Alors, vous l'avez dit, une fois, ça mobilise, ça draine du monde. C'est de partout, les pays limitrophes qui se joignent aux pays organisateurs pour promouvoir justement leurs produits. Et concernant le Cameroun, quel est le rôle qu'une telle foire, par exemple comme Promote, peut jouer dans la stratégie économique nationale? Elle ne peut que jouer un rôle limité parce qu'elle n'a lieu qu'une fois par an ou tous les 2 ans. Vous voyez encore la catastrophe, tous les 2 ans. Donc, mais vous voyez, et c'est pour dire qu'il y a eu un véritable vide que les régions, les mairies doivent combler. Pourquoi? Parce que imaginez que la ville de Douala ou la région du littoral où on est organise des foires. Non seulement ces foires aura un impact parce que, je vous donne les statistiques là-bas, c'est-à-dire que 90% de nos entreprises sont des PME et des très petites entreprises et ces entreprises recrutent 60% en fait d'emplois. Donc, il faut véritablement changer une stratégie où on met 2, 3, 4 milliards pour un événement tous les 2 ans. Je dis ce que l'État du Cameroun peut mettre dans une foire qui a certes un impact de temps de 9 jours et cet argent s'était réparti dans les régions et chaque région du Cameroun organisait une foire tous les 3 mois, tous les 6 mois pour valoriser les PME et les très petites entreprises. Vous verrez qu'il y aura un effet multiplicateur meilleur que ce que nous donne Promote. Donc il est question pour nous aujourd'hui de réfléchir en tant que nation, de faire véritablement une stratégie de valorisation de nos PME qui sont l'essentiel des pourvoyeurs d'emplois, puisque 60% de l'emploi sont créés par les PME. Donc, quand on a Promote tous les 2 ans, et
l'effet n'est pas si impactant ou si important que ça. Donc, il faut réfléchir. Et quand on a même d'autres foires qui sont organisées, c'est beaucoup plus des foires gastronomiques que des foires pour valoriser et mettre en avant les PME. Et tout reste dans le coût d'accès des stands ou alors l'impact, la visibilité qui est donnée aux participants. Parce que quand on prend part à une foire, l'essentiel, c'est de capter beaucoup d'informations, des contacts, des prospects qu'on va transformer plus tard en business. Et c'est ces opportunités que les entreprises, surtout les PME, ont plus besoin à travers, comme je dis, les régions et des villes qui devraient prendre ces responsabilités. Ou la Chambre de commerce qui le faisait avant et il y avait des foires régionales organisées par la Chambre de commerce. Je pense que la Chambre de commerce devra reprendre ses responsabilités. Pourquoi? Parce que l'accès au stand devrait être gratuit ou supporté par l'État, par ces différents mécanismes et notamment la Chambre de commerce. Voilà, vous parlez donc de supporter les charges de ces petites et moyennes entreprises et on va un peu s'intéresser à ces petites et moyennes entreprises-là. Est-ce que une telle foire ou bien les promotions peuvent les aider à mieux faire connaître les produits et réduire, par exemple, un pays comme le Cameroun, réduire les exportations pour, en fait, je veux dire, réduire justement les importations pour encourager les exportations. Est-ce qu'on peut espérer, au terme d'une foire, un pareil acte? Exactement, mais il faut vraiment pour cela comprendre comment on organise l'écosystème. Voilà. Je mets au défi ceux qui sont à Yaoundé et qui sont dans les hôtels de sortir des hôtels où ils logent, des dépliants, des documents, des flyers, tracts, qui font la promotion, par exemple, de Yaoundé. Yaoundé a d'autres événements, Yafé ou d'autres que je ne connais pas en tête, qui, durant le séjour à Yaoundé, ils devaient rentrer avec ces informations. Toute personne qui visite Yaoundé doit connaître sur l'année ou la région du centre quels sont les différents événements, que ce soit les festivals, les foires, les expositions, les salons, pour qu'il y ait un calendrier et qui tout cela donne de la visibilité. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la participation à des foires ou à des salons qui sont importants, c'est le retour sur investissement. Combien de personnes ont visité le stand, combien de personnes vont acheter, combien de personnes seront capables de retenir ma marque ou de pouvoir me passer des commandes au-delà de la foire, parce que la foire n'est qu'un événement ponctuel qui ne peut pas durer plus de 2 semaines. Et pourtant, il y a une vie après la foire. Donc, comment est-ce que moi, en tant que chef d'entreprise, je réussis à capitaliser et à avoir de la visibilité au-delà des foires? Et ça, c'est là où le numérique intervient. Il faut digitaliser. Il faut un site où qui liste tous les participants, tous les événements de la région, tous les événements qui ont un impact et que toutes les entreprises qui ont participé pour avoir des contacts pour que, au-delà de la foire, ils puissent avoir des retours sur investissement. Et ça, comme je dis, il ne faut pas réfléchir événement, il faut réfléchir écosystème. Donc, pour moi, il faut un site du Made in Cameroun où, si vous y allez, par exemple, vous trouvez l'ensemble. Le Ngon, c'est en décembre, le Ngondo, c'est en novembre, le festival du coq, ou je ne sais pas de quoi, du macabo, du maïs, du coquille, tout ça là. On a accès à ces informations et ça permet que pour le touriste, non seulement pour le Camerounais qui est là, qui dit « Ah, je vais assister au festival du coq », qui a lieu à Yagua au mois de février, ainsi de suite. Donc, il faut la disponibilité de l'information pour que tous ces événements soient connectés, parce que ce n'est qu'en développant l'écosystème qu'on a plus d'impact qu'en travaillant en silo. Nos événements au Cameroun n'ont pas une connexion qui permet d'avoir une visibilité, une continuité au-delà de l'événement. Et justement, à qui la faute? Est-ce que c'est la faute du gouvernement qui ne prévoit pas, ou alors c'est la faute des participants eux-mêmes qui n'ont pas prévu cet aspect digital pour mieux vulgariser leurs offres et services? C'est la responsabilité collective. C'est vrai que moi, je suis très souvent très dur avec le gouvernement, mais il faut que la Chambre de commerce, qui au quotidien a ce rôle de rendre visible
les entreprises camerounaises comprennent qu'il y a un vide et que les municipalités ou alors les collectivités locales décentralisées, notamment les régions, comprennent que c'est eux qui ont la responsabilité de marketer leur région, de faire en sorte que tout ce qui concerne la vie socio-économique et culturelle de leur région puisse avoir de la visibilité. Donc, c'est un travail de synergie et pour cela, il faut mettre en exergue les 3 composants d'une société, le gouvernement, la société civile, le monde des affaires, qui travaillent ensemble pour que le Cameroun soit une destination non seulement attractive, mais pour cela, il faut véritablement une stratégie. Je prends encore un autre cas, le Congo que j'ai visité dernièrement. Ils ont ouvert l'enseigne d'un grand hôtel, mais je me suis rendu compte que 3 mois après l'ouverture de l'hôtel, il y avait déjà une grève des employés. Mais il vient de prendre une décision. À partir du 1er janvier, le Congo sera visa-free pour les Africains. Ça signifie que pour moi, y aller, bon, c'est vrai que pour l'instant, on peut facilement organiser des événements, des salons, sans contrainte, de sans taxes, et ça va faire, il y a un effet multiplicateur parce que le plus difficile, très souvent, c'est les contraintes et les barrières administratives et tarifaires qui empêchent nos différentes économies de décoller. Donc, en étant visa-free, si on fait aussi le visa en arrival, c'est encore beaucoup d'opportunités qu'on offre parce qu'un touriste, quand il est à l'hôtel, il visite, il mange dans les restaurants, il laisse des devises et tout ça profite aux PME et aux entreprises locales. Donc, il faut vraiment repenser la stratégie globale et faire en sorte qu'on soit une destination attractive. Ce n'est pas que la responsabilité des chefs d'entreprise, c'est aussi une volonté politique et surtout des entreprises qui sont à jour en termes de digitalisation et de visibilité. Voilà, vous faites bien de le dire, avoir de la visibilité ne suffit pas, il faut rentabiliser. Et si on veut entrer dans le cadre du cours, de l'organisation, le système sécuritaire, la communication, la logistique et tout ce qui va avec, on se demande bien comment toutes ces entreprises, surtout ces PME qui sont rassemblées, par exemple à Yaoundé dans le cadre de Promote, comment est-ce qu'ils peuvent faire pour ne pas rentrer bredouille, pour avoir un certain retour sur investissement quand Promote va s'achever? Est-ce qu'on peut, vous êtes coach, vous êtes formateur en leadership, alors quelles sont quelques petites stratégies que vous pouvez leur donner puisqu'ils regardent forcément? Je pense qu'il faut d'abord, avant la foire, avoir sa stratégie. On y va pour faire quoi? Qui est ce qu'on rencontre? Ma cible. Pourquoi? Parce qu'on peut rencontrer 1000 personnes et dans ces 1000 personnes, on n'a personne. Donc, est-ce que mon produit, mon service, je connais à qui ça s'adresse et comment aller les trouver? Donc, il faut à la fois une stratégie de collecte d'informations, des données et de déploiement sur le site et la stratégie post-foire qui permet d'accompagner la stratégie qui a été mise en place pour transformer les prospects en potentiels clients, de transformer, de recruter de nouveaux partenaires pour diversifier nos sources d'approvisionnement, faire des partenariats financiers. Pourquoi? Parce qu'on connaît très bien que les PME ont plus un problème de financement de leurs activités qu'un problème de rentabilité. Et très souvent, la trésorerie est le problème le plus costaud des PME. Et aller à cette fois et rencontrer des financiers, des partenaires, des personnes qui sont capables d'investir dans nos différentes entreprises sont des stratégies qui vont nous permettre à long terme de couvrir les charges que nous avons. Je dis même pas, là ça devient même un investissement parce que les charges ont sur le plan comptable cet aspect définitif, alors que si c'est un investissement, on va le rentabiliser. Donc la participation à des fois ne doit pas être des charges, ça doit être des investissements. Et pour cela, il faut de la stratégie, il faut véritablement derrière cela une politique de rentabilisation de ces investissements. Et pour cela, il faut associer l'intelligence artificielle, il faut la digitalisation, il faut avoir des produits ou des services qui correspondent aux besoins réels des prospects et des différents partenaires qu'on va rencontrer pour ne pas jeter son argent par la fenêtre. On sait très bien le contexte camerounais actuel, l'inflation, la viande coûte cher, l'huile coûte cher. Est-ce que le faible pouvoir d'achat
l'achat des Camerounais n'est pas en quelque sorte un frein à justement une telle initiative? Tout à fait. Actuellement, l'économie camerounaise est morose et il faut savoir que l'économie a quelque chose, c'est que c'est cyclique. Il y a des moments de vache maigre et puis des moments de vache grasse, comme dans la Bible. Et maintenant, les entreprises qui vont survivre, c'est celles justement qui ont cette capacité de résilience. Et la première résilience n'est pas qu'économique, elle n'est pas que financière, elle est avant tout humaine. Elle est capable de prévoir, d'anticiper sur les difficultés et il faut investir dans l'humain pour qu'il soit véritablement l'acteur principal du développement des entreprises. Je prêche pour ma chapelle parce que, exactement, nous préparons les entreprises, nous renforçons les capacités pour que ces entreprises soient plus à l'aide et qu'ils aient des ressources, notamment humaines, fiables, pour les accompagner à traverser des périodes difficiles parce que tout n'est pas que financier, tout n'est pas que machine. Il faut le mindset qui va avec et la cohésion des entreprises est importante pour quitter de la logique de l'océan rouge vers la logique de l'océan bleu où on différencie nos produits, nos services et on apporte des produits qui répondent réellement aux besoins spécifiques de la clientèle parce que dans un marché de concurrence, baisser les prix n'est pas que la seule stratégie. Il faut véritablement répondre aux attentes, il faut apporter une plus-value et pour cela, il faut le personnel qui va avec et un personnel formé, un personnel motivé, faire la différence. Pourquoi? Parce que si on ne se forme pas, on se déforme. Voilà, coach Aimé Singer, avant de partir, une dernière question. Est-ce que le Cameroun ne gagnerait pas à organiser de telles foires de manière décentralisée, c'est-à-dire essayer d'entrer dans d'autres villes pour pouvoir maximiser un certain nombre de chances pour les populations et surtout pour adapter l'offre à la demande selon les contextes? Exactement, parce que si vous allez à la foire qui est actuellement, vous allez voir que toutes les communautés urbaines du Cameroun sont là-bas. N'allez pas seulement à prendre des stands, pensez à investir dans vos communautés pour soutenir les employeurs et les créateurs de richesses que sont vos PME et vos start-up locales. Parce que aujourd'hui, une start-up d'aujourd'hui est une multinationale de demain et c'est la responsabilité des patrons ou des responsables des différentes régions, des villes et des municipalités de comprendre que c'est eux qui doivent financer et accompagner les différentes entreprises. Et pour cela, il ne faut pas que juste financer une entreprise, il faut financer tout l'écosystème parce que, par exemple, quand on tourne un film dans une région, on fait la promotion de la région, on dort à l'hôtel, on paye des costumes, des maquilleurs et même la vendeuse des beignets. Et donc, c'est de comprendre tout ce qui peut apporter des plus-values et que de comprendre que derrière une PME se cache une grande entreprise de demain. Voilà, derrière une PME se cache une grande entreprise de demain. C'est sur cette note qu'on va se quitter. Merci, coach. Vous êtes formateur en leadership, je le rappelle, Monsieur Émile Singer, et justement, vous êtes le DG de l'entreprise Go Ahead Africa. Merci d'être venu. C'est un plaisir. Merci également à vous d'avoir suivi. Nous parlons aujourd'hui de promotion et foire, quel impact, et vous l'avez suivi, l'impact est considérable et le gouvernement gagnerait à apporter plus d'investissements pour garantir une certaine rentabilité des petites et moyennes entreprises qui généralement se drainent dans ce genre d'événements. Merci mesdames, messieurs d'avoir suivi. On se retrouve demain, Inch'Allah.